Bonjour et bienvenue dans Rubis sur Canapé, le podcast dédié à la joaillerie. Je suis Claire Fillet, joaillière et podcasteuse. La France, et plus particulièrement Paris, est la capitale du savoir-faire joaillier. En tant que passionnée de cet univers, j'ai donc arpenté ces rues à la rencontre de professionnels talentueux de ce secteur. Aujourd'hui, c'est en plein cœur du 9e arrondissement, le quartier des bijoutiers, que j'ai le plaisir d'accueillir Mathilde Guillemin, qui est responsable des pierres dans la maison d'émeraude Tony Stone. Bonjour Mathilde, bienvenue dans Rubis sur Canapé, je suis ravie de t'accueillir. Merci. Alors tu t'appelles Mathilde Guillemin. Oui. Et tu es responsable de chez Tony Stone, qui est un négociant d'émeraude. Tout à fait. Alors, tu es ici d'une famille d'artisans. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur les professions et les talents de ta famille? Oui, donc mes 4 grands-parents sont entrepreneurs. On a mes grands-mères étaient couturières et bijoutières, et mes grands-pères étaient horlogers et épiciers. Tous les 4 à leur compte. J'ai également ma mère qui est dans le métier, qui est enfileuse de perles de culture. Ah oui, donc tu as vraiment baigné dans l'univers des bijoux Oui. Depuis toujours. Ouais. Et qu'est-ce qu'elle faisait, ta grand-mère, exactement? Alors, ma grand-mère couturière, elle s'est mise à son compte assez jeune. Elle a monté un magasin de prêt-à-porter. Et mon autre grand-mère, elle, s'est associée avec mon grand-père qui était horloger. Ils ont monté plusieurs bijouteries en Auvergne. Mon grand-père, lui, s'est formé à Paris, une école d'horlogerie. Il a rencontré ma grand-mère en Auvergne et ensuite, ils ont monté une bijouterie à Vichy, à Clermont-Ferrand. Donc, ils avaient 2 bijouteries horlogerie. Voilà. Et ils faisaient leur création, etc. C'est ça, l'une après l'autre, suite à des déménagements. D'accord. Et toi, du coup, ton parcours là-dedans, comment il s'inscrit? Comment ça t'a influencé? Alors, moi, le milieu de la bijouterie en tant que professionnelle, c'est arrivé un petit peu tard, parce qu'à la base, j'ai un parcours en gestion d'entreprise. J'ai fait un parcours universitaire à Clermont-Ferrand, gestion d'entreprise assez classique. Et en dernière année, donc c'est la 5e année, je me suis spécialisée en ingénierie logistique. Et pour la dernière année, une personne est venue faire des cours sur des progiciels, en l'occurrence SAP, qui est un logiciel connu. Les progiciels, c'est des logiciels professionnels, c'est ça? C'est ça, ouais. Où à l'intérieur, on plug la finance, la compta, la logistique, pour qu'une entreprise puisse être gérée informatiquement. Donc, elle a juste besoin d'acheter ce truc-là et ça gère à peu près tout. Comme un tableau de bord, si tu veux. Donc, moi, j'étais spécialisée là-dedans. Et un cabinet de conseil est venu nous donner des cours en dernière année. Et à la fin, il cherchait un stagiaire. Donc, j'ai passé les entretiens, j'ai été prise. Et c'est comme ça qu'a débuté ma carrière professionnelle à Paris dans le consulting, qui a duré 3 ans. Donc oui, en fait, vraiment rien à voir avec la joaillerie. C'est venu très tard, ouais. Et donc ça, c'était super intéressant, j'imagine, pour vraiment comprendre comment fonctionne une entreprise, les choses support, quoi. Oui, c'est ça. C'est primordial. Moi, je pense que je suis une entrepreneuse dans l'âme, déjà de par mes grands-parents. Je me suis dit, je vais apprendre la gestion, qu'est-ce qu'une entreprise, comment ça fonctionne, et après on verra. Et donc cette expérience, elle était très formatrice. Oui, complètement. J'ai passé 3 ans dans le conseil, à switcher de société, parce qu'on est prestataire, dans des grands groupes, dans des directions financières, des directions des systèmes d'info. Je suis passée chez Carrefour, Galeries Lafayette, Sodexo. Et ça a duré 3 ans. Et donc ces 3 ans, j'ai fait une dizaine de missions. Et puis à la fin, je me suis dit, je vais arrêter. Le mode de travail ne me correspondait plus. On switchait tout le temps de mission. Et je cherchais plutôt une cohésion d'entreprise, quelque chose d'un peu plus petit. Oui, parce que c'était des grands groupes. C'est ça. Quelque chose où tu pouvais un peu plus t'investir émotionnellement, peut-être. Oui, totalement. Et je l'ai trouvé, ça, en intégrant la maison The Couples, un retailer parisien.
j'ai intégré The Couples en tant que responsable des flux informatiques logistiques. Donc vraiment ta formation initiale. Voilà, c'est ça. Et pour la petite histoire, quand je suis arrivée chez The Couples, ils ont le siège social à Monceau, dans le 17e. Ils déménageaient de la place Vendôme. Ils avaient le siège là-bas. Donc vu qu'ils étaient en train de grandir, ils se sont un petit peu délocalisés. Et donc j'y suis restée 3 ans. Ah oui, aussi, ouais. Ouais, les cycles. Très belle expérience, de belles rencontres humaines. J'ai beaucoup aimé l'élégance des vêtements, l'image de marque très forte. Oui, donc c'est entré quand même dans le milieu du luxe. Un petit peu, ouais, oui. un petit peu. On était dans un hôtel particulier. Les locaux étaient magnifiques. D'ailleurs, il y a eu dans la Gazette Drouot, le magazine, un article sur le siège social de Couples au sujet de la vente de mobilier. Et en décembre dernier, là, j'ai retrouvé ça. Et t'as enchéri? Non, j'ai juste lu pour ton bureau. Ouais, voilà, je pourrais. Ça serait un petit clin d'œil ouais. souvenir. Concrètement, c'était quoi ton travail là-bas exactement? Alors là-bas, j'étais en charge des flux en amont et en aval logistique. Ouais, je gérais tous les flux informatiques pour approvisionner les boutiques. D'accord. Et ça, donc du coup, ce travail-là, est-ce qu'il te sert aujourd'hui dans ton travail ou pas vraiment? Oui, quand même, parce que là, donc aujourd'hui, je suis dans un bureau d'Emeraude. Il y a quand même de l'informatique pour gérer le stock. Il y a une certaine logique de gestion d'entreprise. Oui, grâce à ces expériences. C'est plutôt ton cerveau qui a été modulé d'une certaine façon et qui, du coup, est plus simple pour gérer aujourd'hui. Oui, tout à fait. Ouais. Ok. Et c'était compliqué de te reconvertir alors? Un petit peu quand même. Donc, je suis restée 3 ans chez The Couples. Petite remise en question, qu'est-ce que je veux faire? Rester derrière un ordinateur, en fait, ça ne me convient pas. Et puis la gémologie est arrivée, déjà de par ma famille, je baignais un petit peu là-dedans dans les bijoux, les pierres, mais sans trop approfondir. Et en fait, le déclic, je pense que c'est quand j'ai voulu me faire une bague. Et là, donc j'avais en fait en tête, c'était il n'y a pas si longtemps que ça, je devais avoir 25 ans, j'avais en tête la couleur, je veux une bague bleue. Ok, on va aller vers un saphir. Très bien. Et donc, j'ai commencé un petit peu à gratter et je me suis rendu compte du prix de la pierre qui était assez conséquente. Et puis, une amie qui travaille avec ma mère, qui enfile des perles, m'a dit « Mais pourquoi tu vas pas vers une tanzanite ?» Et là, je lui ai dit « Quoi ?» Et ça a commencé Le livre s'est ouvert, je me suis dit, alors qu'est-ce que c'est la tanzanite? Et puis après, j'ai découvert la topaze et la cordierite. Et puis, petit à petit, je me suis intéressée à ça. Et puis, la vie a fait que j'avais du temps. J'ai pu faire cette école à l'ING. Il faut du temps, de l'argent pour se reconvertir et puis l'envie. Comment ça se passe alors, l'ING? C'était des cours du soir ou tu étais à plein temps? Non, à plein temps justement. Donc en fait, tu as juste arrêté ton travail pour pouvoir refaire des études de gémologie. Oui, c'est ça. Et ça a duré combien de temps? 1 an. Je ne voulais pas repartir sur 3-5 ans d'études, ça n'avait pas de sens. Et oui, je me suis reconvertie à 29 ans, 1 an en accéléré, à plein temps, c'était le bon combo. Et comment c'était alors cette année? C'était fabuleux. Alors déjà, on est tous en reconversion dans la classe. On est une quinzaine de 18 à 35 ans, de bac à bac plus 5. Et on apprend la théorie. C'est assez technique et scientifique finalement. On apprend les propriétés physiques, chimiques, optiques des pierres, les indices de réfraction, densité des pierres, toutes ces caractéristiques. Donc ça, c'est la partie théorique. Et après aussi pas mal de mémoire alors. Aussi, oui, énormément. Alors quand tu reprends tes études, moi c'était mon cas, mais j'ai l'impression d'avoir un petit peu perdu de capacité à mémoriser les choses.
Et j'ai dû énormément travailler pour ça. Donc c'était un challenge. Ouais. Et on avait aussi les cours pratiques. On était en labo. C'était des après-midi. Et donc là, on voyait des pierres et des pierres et des pierres. Je ne sais pas combien on en a enchaîné, mais c'était... Du coup, en faisant ces études-là, tu t'étais dit c'était dans quel but professionnel? Tu avais un but exact ou c'est juste que tu avais envie de faire de la Absolument géologie? pas. Aucun but précis. Une envie d'apprendre de nouvelles choses. Et j'avais envie de me rapprocher du métier de ma mère, de mes grands-parents, d'avoir une nouvelle corde à mon arc. Et puis après, on verra. On verra. Ouais. Et du coup, où est-ce que la vie t'a mené alors? Et donc, en fait, grâce à cette école, j'ai pu décrocher un job chez une créatrice qui est Alexandra Abramzik. En fait, c'était un travail polyvalent d'assistante. Et donc, je gérais le stock de pierres. Oui, c'est ça. J'allais chez les clients, j'allais chez les professionnels de la bijouterie, sertisseurs, récupérer des bijoux. Voilà, beaucoup de petites missions polyvalentes. C'est une expérience extrêmement enrichissante. En plus, c'est la première dans le milieu, donc j'étais ravie. Elle a duré plus d'un an. C'était à mi-temps. Très, très intéressante. D'accord, donc là, tu étais chez Alexandra Abramzik. Et après, du coup, qu'est-ce que tu as fait d'autre en plus? Enfin, comment tu es arrivée ici, chez Tony Stone? Alors, vu que j'étais à mi-temps chez Alexandra Abramzik, j'avais aussi envie de monter un projet plus perso dans le milieu de la bijouterie. Donc, je me suis associée. J'ai monté une marketplace qui s'appelait, parce que ça ne s'est pas concrétisé, le Bling Bling. C'était un site internet qui mettait en relation les professionnels de la bijouterie et les clients finaux pour l'achat exclusivement de bijoux d'occasion de valeur. Donc on s'était positionné sur une niche. Donc en fait, je partageais mon temps chez Alexandra et sur le Bling Bling. Entre-temps est arrivée l'opportunité. J'ai rencontré un négociant pierre, Tony, qui cherchait une personne à mi-temps pour tenir son bureau. Et donc là, pendant 8 mois, presque un an, j'étais sur 3 missions. Oui, donc en fait, ça fait 3 mi-temps, c'est un peu beaucoup. Mais juste avant de clôturer l'aspect bling bling, donc il y avait quand même donc ce côté entrepreneurial qui t'a toujours animé. Et même si l'expérience s'est terminée, j'imagine qu'elle t'a apporté pas mal de choses, non? Est-ce que tu aurais des trucs à nous dire de ce que ça t'a apporté, cette expérience? Ouais, ça m'a clairement animée, comme tu dis. J'ai toujours eu envie d'avoir ma boîte. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de startups qui se créent, donc je me suis dit pourquoi pas. Il y a eu l'association, j'ai pu être confrontée à toutes les difficultés techniques, juridiques de monter une boîte. J'ai appris énormément de choses. Puis d'entreprendre à deux, c'est une vraie aventure. Au début, on a des idées, on commence à les positionner. Puis après, moi je pense qu'on s'est pas entendu. On a eu une divergence de point de vue à un moment donné qui a fait qu'on n'a pas pu continuer toutes les deux. C'est un équilibre permanent. Et je pense qu'on s'est un petit peu fait dépasser par l'ambition du projet. C'était pas seulement un site vitrine qui offrait aux particuliers un bijou d'occasion de valeur, c'était vraiment une marketplace. Donc on était d'un point de vue B2B, nous on vendait notre solution aux professionnels de la bijouterie, mais aussi on s'adressait au B2C. On devait aller chercher le client final pour le convaincre qu'il fallait acheter du bijou d'occasion remis en état. C'était vraiment deux missions complètement différentes, deux cibles, et ça oui, ça c'est vrai que ça rajoutait de la difficulté. Mais d'où t'es venu ce goût pour le bijou ancien? C'était peut-être aussi un côté, le fait que ce soit recyclable, donc peut-être plus responsable d'un point de vue environnemental que de créer quelque chose de nouveau. Il y avait peut-être cette dimension-là aussi Oui, du bijou green, entre guillemets. En fait, puis redonner vie aussi. C'est ça, ouais. C'est un des bijoutiers qui travaille avec ma mère,
qui lui crée des bijoux, mais aussi récupère beaucoup de bijoux du particulier. Et je me souviens d'un jour, je suis entrée dans sa boutique, il m'a dit « Ah ben regarde, j'ai récupéré tout ça d'une personne. » Et je dis « Ah d'accord, tu vas en faire quoi ?» Et là, il me dit bah, « Je vais fondre. » Ah ben non, tu vas pas fondre ça. C'était des choses, je pense, fait main. Non, tu peux pas le fondre ça. Et c'est comme ça qu'a commencé à germer l'idée de me dire bah non, on va les mettre en lumière ces jolis bijoux, mais de quelle manière? Et c'est là qu'est né le bling bling. Donc c'était une belle expérience quand même. Ouais, ouais, extrêmement enrichissante. Donc tu étais chez Alexandra Abramczyk, tu faisais cette expérience du bling bling et en même temps donc tu es arrivée chez Tony Stone. Donc Tony Stone, est-ce que tu peux du coup nous présenter ce que c'est et qu'est-ce que tu faisais au départ et qu'est-ce que tu fais maintenant? Donc Tony Stone a été fondé en 1980 par Tony qui fait de l'import-export d'émeraudes essentiellement et ce sont des émeraudes brésiliennes. Donc lui a travaillé dans une mine au Brésil, a été chercher des pierres dans la mine. La lapidation se faisait là-bas et puis ensuite il ramène tout le stock de pierres, il les propose aux négociants en pierres précieuses à la place Vendôme. Voilà, c'est le référent en émeraude brésilienne. Toi, tes clients, en fait c'est du B2B alors? Oui. Et, essentiellement. Ce sont les négociants, enfin il y a deux personnes distinctes. Il y a les négociants en pierres précieuses, donc on est sur du prix négoce, et on a aussi les bijoutiers. D'accord. Oui, donc les négociants, c'est du coup ceux qui vont après nous vendre des émeraudes. Oui. Et les bijoutiers, c'est pour eux leur stock pour pouvoir faire des bijoux qu'ils présentent aux clients. Tout à fait. Du coup, est-ce que tu peux nous expliquer ton métier, comment ça se déroule tes journées Alors, j'ai pas de journée type. Donc moi, je suis en charge de la partie commerciale du bureau, de la gestion du bureau, et mes journées sont rythmées en fonction des demandes. Donc je travaille avec la clientèle de Tony, qu'il a depuis 40 ans. Moi, j'ai réussi à en avoir grâce aussi au travail de ma mère, à ses bijoutiers. J'essaye de rencontrer des bijoutiers de nouvelle génération. Et donc, en fait, je propose des émeraudes. On a beaucoup de tailles, des ovales, des octos, des navettes. On a un stock qui est très agréable à travailler. Oui, en fait, c'est toi qui proposes ton stock. Et est-ce que parfois c'est l'inverse des bijoutiers qui te disent, par exemple, j'ai besoin d'une émeraude de temps en temps, et toi, du coup, tu regardes juste si tu l'as dans ton stock ou tu peux la faire entre guillemets, sur mesure? Non, mais j'ai de la chance de pouvoir travailler sur mon stock et ça se passe comme ça. C'est le bijoutier ou le négociant qui t'appelle et qui me dit j'ai une demande d'une octo 8 par 6, un budget tant, ou il me parle de la couleur. Je lui fais souvent une proposition, je lui montre 3 pierres, comme ça il arrive à voir. Et puis, ce qu'il y a d'important pour lui. Tout à fait. Parce que ben, tu vois bien, et tu connais l'émeraude, tu as plusieurs verres, plusieurs éclats. C'est complètement différent. Clair. Ouais. La clarté, la luminosité. Et du coup, en fait, vous, c'est quasiment donc en fait que des émeraudes brésiliennes. Oui, à 98%. D'accord. On a aussi de l'aigle marine, qu'on travaille sur la matière du béryl. Donc on a de l'aigle marine aussi en stock. Mais je travaille essentiellement avec de l'émeraude. Et puis aussi, Tony est dans le milieu depuis 40 ans, donc il a des anciens plis, il a des rubis, des saphirs. Mais un petit peu moins, mais il y en a aussi. Et généralement, donc moi, les clients qui viennent ici me demandent tout le temps de l'émeraude. Et des fois, me disent « Ah, et au fait, je cherche un spinel, un t'aurais pas… » Alors, je regarde, mais des fois, ils me demandent de la couleur. Ouais. Mais oui, c'est plus annexe, quoi. Et toi, tu dirais, c'est quoi donc tes missions et tes challenges actuellement ici? Là, je dirais que ça serait de moderniser la société. Donc, comme je l'ai dit, elle existe depuis 40 ans. Elle est bien installée. J'ai envie
de moderniser, de créer un site internet, d'aller un petit peu sur les réseaux sociaux. Voilà. Oui, et puis comme tu disais un peu tout à l'heure, d'avoir des bijoutiers plus nouvelle génération C'est qui ça. n'ont peut-être pas forcément les mêmes goûts d'émeraude, Oui, tout à j'imagine. fait. Ouais. Et c'est vrai que je l'ai remarqué avec la clientèle de Tony. Je sers beaucoup des émeraudes assez saturées, beaucoup de couleurs. Et je travaille avec des jeunes joailliers qui me demandent de l'émeraude claire et cristal. C'est des choses, je ne travaillais pas beaucoup avec cette matière avant et là, je commence Ouais, c'est à les sympa de fournir. voir Mais ouais, comment ça évolue. ouais, 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 ouais. Donc c'est Ah, faut chouette. s'adapter au marché. Et tu fais pas du tout genre de pierre d'investissement? Parfois, ils te demandent pas, genre voilà, une pierre pour dans ce but-là, c'est toujours pour faire des bijoux. Oui, j'ai jamais rencontré ce cas-là encore. Ouais, Ouais. peut-être. Mais oui, bah, ça devient, c'est de plus en plus rare les émeraudes. Là, bah, je sais que la mine est fermée en ce moment, donc c'est à cause du Covid. Mais si la nature ne veut plus donner de pierre, il y en a plus, hein. C'est pas, C'est ça. c'est ça. Après, on pourra peut-être trouver d'autres mines, mais Voilà. on ne sait Ouais. pas, Ouais, en ouais. fait. Et toi, qu'est-ce que t'aimes le plus dans ton métier? Ce qui me plaît beaucoup, c'est le relationnel avec les négociants. J'adore. On prend le temps. Alors c'est vrai que quand je suis arrivée ici, Tony m'a fait rencontrer toute sa clientèle et les personnes prennent le temps d'apprendre à te connaître. Surtout bah, quand tu viens juste de débarquer dans le milieu de la joaillerie, ils te demandent tous où est-ce que tu étais avant, qu'est-ce que tu as fait. C'est beaucoup de dialogue et je trouve ça assez humain. C'est très très agréable. Et après ensuite, on parle négoce et puis on montre la marchandise et s'installe une Oui, relation de confiance. ouais. J'adore ça. Ouais, c'est vraiment une rencontre avec une personne qui n'est pas juste de la vente, Non, quoi. du tout. Ouais, 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 du tout. Et tu penses qu'il faut quoi comme qualité pour faire ce que tu fais comme métier? Alors, de la patience, parce que ça prend du temps de vendre des pierres. Il ne faut pas être impatient. Alors aussi, je dirais qu'il faudrait avoir un bon relationnel, parce que on est en contact permanent avec la clientèle. Faut aimer discuter, comprendre ce que la personne recherche. Oui, c'est vrai que c'est en écoutant que du coup tu peux vraiment bien cerner la demande, quoi. Ouais, complètement. Une personne qui me demande juste une émeraude, alors je sais que ce client-là, lui, il va chercher plutôt cette qualité parce que maintenant, je connais cette personne. L'autre client va vouloir un peu plus du commercial, mais ces deux personnes vont me demander une émeraude de 2 carats. Ça va être la même demande, mais maintenant je connais les caractéristiques que cherche le client et j'arrive à cibler. Du coup, de la mémoire aussi, parce qu'on va pas lui demander à chaque fois ah mais oui, voilà, c'est Oui, oui, oui. Est-ce que tu as des projets, bon, tu nous avais un petit peu dit tout à l'heure, de moderniser un peu la société, mais est-ce qu'il y a d'autres choses que tu aimerais faire et même qui peuvent être des projets en dehors de Tony Stone? un peu plus des projets oui, des projets peut-être un peu plus ambitieux. Donc là, je suis en veille là-dessus. Je pense que le secteur de la joaillerie va avoir une dimension un peu plus digitale et je réfléchis beaucoup à ça. D'un point de vue, c'est pareil, hein, je reviens un petit peu à mon expérience bling bling, mais B2B et B2C. Là, je le vois, par exemple, en B2C, il y a énormément de marques de joaillerie qui sont sur Instagram, qui ont leur propre site internet, chose qu'avant, ça n'existait pas. Il y avait pas tout ça. Et le consommateur peut choisir beaucoup plus facilement des bijoux sur internet. Donc, il y a la partie marketing dans le bijou. Le bijou, évidemment, c'est esthétique. Mais on l'oublie quand même un petit peu, je trouve. C'est quand même un produit technique. Et je vois en discutant avec mes amis, il faut avoir le vocabulaire du laiton, de l'or 18 carats, or 9 carats, plaqué or, pierres précieuses, semi-précieuses, synthétiques. Tout le monde est perdu là-dedans. Je pense qu'il y a un travail à faire à ce niveau-là. Donc ça, c'est à éduquer les gens qui achètent les bijoux.
Je veux bien qu'on n'ait pas beaucoup de budget et qu'on achète du bijou en laiton, il n'y a aucun problème. Mais savoir ce qu'on achète, pourquoi on l'achète, et des fois savoir mettre le prix. Donc parce que c'est un milieu assez opaque, je trouve la bijouterie, on n'explique pas assez, et grâce aux réseaux sociaux, il y a beaucoup de conférences qui sont là. Je ne sais pas si tu connais Laurent Massy de la Gatnis, qui fait des superbes conférences qui démocratisent un petit peu tout ça. Voilà, on est encore dans le digital. Et ça, c'est extrêmement intéressant. Et il y a aussi le côté B2B à digitaliser. Donc là, je réfléchis encore. Ça serait ça, je pense, mes projets. Faut que je... Il y a beaucoup à faire, c'est intéressant. Ouais, Hein. ouais. Et énormément. Je m'instruis, je lis beaucoup de choses dans la profession. Évidemment, il va y avoir un changement qui va s'opérer. Les gens vont être un petit peu... On est tous réfractaires au changement. Mais si tu réponds à un besoin, si tu arrives à gommer des choses du quotidien, ça va s'opérer petit à petit. Je ne sais pas encore comment, donc voilà, c'est un projet plus sur le long terme, je suis en veille. Ouais, c'est un projet quand même compliqué à mettre en œuvre, où il y a beaucoup de choses à analyser, donc c'est sûr que c'est pas quelque chose que tu peux faire comme ça en une semaine. Mais en étant là, chez Tony Stone, à voir comment réagissent les négociants en pierre, les bijoutiers face à leurs demandes, je vois leurs problématiques. Bah, tout ça, ça me nourrit au quotidien. Mais c'est comme un peu la CAO où personne ne voulait en parler, et puis maintenant, ça devient quand même vraiment indispensable. Ou pas, on peut s'en passer, mais au moins, on a le choix et on sait quoi prendre. Ouais, tout à fait. Ouais. C'était assez mal vu, j'imagine, dans le milieu de la bijouterie. Là, je me suis rendu compte qu'énormément de bijoutiers l'utilisaient. Et en effet, ça répond à un besoin. Bon, la technologie, elle est faite pour ça. C'est ça, ce qu'il faut juste, c'est acheter en sachant... comment c'est fait, avoir toutes les caractéristiques du bijou, qui en a énormément. C'est très technique comme produit. Bon, du coup, j'imagine que tu aimes l'émeraude, vu que c'est la pierre que tu dois bien connaître et que tu vois au jour le jour. Mais est-ce qu'il y a d'autres pierres que tu aimerais parler et faire connaître? Des pierres que j'aime bien. Alors, c'est vrai que l'émeraude, c'était pas ma pierre de prédilection. Elle est venue à moi et je suis contente parce que j'ai pas vraiment de pierre préférée, si tu veux, mais j'aime bien les pierres qui sont habitées, qui ont quelque chose. Pour le coup, l'émeraude, elle est habitée. De singulier, et l'émeraude, il n'y en a pas une qui se ressemble. Ça n'a rien à voir avec le diamant, par exemple. L'émeraude est sublime pour ça. Et est-ce que, éventuellement, pour terminer, tu aurais un peu, je sais pas, une anecdote ou un proverbe ou quelque chose que tu aimerais bien faire partager? Il y a une expérience qui m'a fait découvrir le milieu de grossiste, parce que là, je suis en coulisses. J'ai eu la chance de travailler à Bijorka chez des Afghans qui travaillent en Allemagne et qui travaillent notamment le lapis lazuli et beaucoup de pierres semi-précieuses. Donc j'ai fait deux Bijorka avec eux, et la plus belle expérience que j'ai pu faire en tant que grossiste, c'était à Sainte-Marie-aux-Mines. Je ne sais pas si tu connais ce salon qui est incroyable. Et là, j'ai découvert, c'est là-bas que j'ai découvert le métier de négoce en pierre. C'est grâce à ces Afghans que j'ai pu avoir ma première expérience avant Tony Stone. Ah oui, c'est ça, tu ne nous en avais pas parlé, donc c'est chouette. Et en plus, le lapis, c'est quand même une très belle pierre. C'est une très très belle matière. Et puis c'était les coulisses, si tu veux. Donc il y avait le père qui gérait la société, qui venait avec ses 4 fils pour le salon des minéraux à Sainte-Marie. Ils avaient tous amené un copain pour porter les caisses de pierre. Il y avait vraiment, on avait un stand qui venait d'Afghanistan. Qui venaient, et leur société était en Allemagne. Ce sont des Afghans basés en Allemagne qui ont des stocks de pierres là-bas.
Et le stand à Sainte-Marie-aux-Mines faisait à peu près 50-60 mètres carrés. Donc il fallait habiller tous les murs et au milieu des pierres, c'était phénoménal. Et ça, c'est une expérience que je n'oublierai jamais. Et je pense que c'est celle-ci qui a contribué à m'installer dans le négoce. À vraiment te donner le goût de ce métier et les paillettes un peu dans les yeux. Ouais, c'est ça. Ouais. Ah bah, c'est super beau et merci infiniment de nous avoir fait partager toute ton expérience, ton savoir-faire de négoce. C'était très chouette et intéressant. Merci à toi, Claire. Merci beaucoup. L'émission est maintenant terminée, mais vous pouvez découvrir en images cet épisode et aussi plein d'autres surprises en me suivant sur mon compte Instagram. Si vous aimez Rubis sur Canapé et que vous voulez soutenir le podcast, je vous invite à vous abonner à l'émission et à laisser votre avis sur les différentes plateformes d'écoute. Et bien sûr, à attribuer des petites étoiles. Je vous donne rendez-vous le mois prochain pour une nouvelle rencontre.